Je m'appelle Alice Kaplan, je suis directrice du département de français ici à Yale. Et c'est un immense plaisir de vous présenter l'écrivain Kamel Daoud. Kamel Daoud est rentré dans l'histoire littéraire par un engagement avec Albert Camus, complexe et inventif. Il nous a appris à regarder de nouveau et à remettre en question bien des idées reçues. Il m'a dit lors d'un entretien que chaque pays a son Meursault. Aujourd'hui, il va évoquer Meursault en compagnie de Robinson, une autre figure fondatrice de l'imaginaire moderne. Bonjour. Je m'excuse de ne pas prendre la tribune. Ça me rappelle trop le parti unique et ça me rappelle trop les dictatures. Donc, ça me met mal à l'aise. Je préfère être debout et vous parler normalement. J'ai été invité pour parler d'un thème qui s'appelle, que j'avais moi-même suggéré, l'étranger comme étant une Robinsonade malheureuse. Le mythe de Robinson, c'est un mythe qui me fascine depuis l'enfance. Je l'ai découvert très tôt, je pense à l'âge de 10 ans. J'ai lu ce roman magnifique de Daniel Defoe sur Robinson Crusoe, que vous connaissez tous. Au fil des années, j'avais compris que Robinson était le cas, était l'illustration d'un mythe fondamental de l'humanité. C'est le mythe de la rencontre avec l'autre. Et à mes yeux, beaucoup de grands récits, beaucoup de grands mythes se déclinent comme Robinsonade. Robinson n'est pas né avec Daniel Defoe, il est né bien avant, avec, entre autres, un philosophe andalou qui s'appelle Ibn Tufayl, qui était arabe, qui avait réécrit surtout, une fable magnifique qui s'appelle Hayy ibn Yaqdan, traduit en français « Le vivant, fils du vigilant ». Et c'était une des premières formules de la Robinsonade, mettre un homme dans une île déserte et voir comment il s'en sort, comment il peut découvrir Dieu ou bien reconstruire la civilisation. Ibn Tufayl, avec Avicenne, un autre philosophe musulman de l'époque et mystique, était fasciné par le rapport vertical. Ils ont fondé ce que les philosophes du Moyen-Âge ont appelé le philosophe autodidacte, c'est-à-dire un homme perdu dans une île et comment il va reconstruire la foi et le système philosophique de sa religion. C'est pour ça qu'il s'appelle le vivant fils du vigilant. C'est quelqu'un qui reconstruit une philosophie. Donc, écrit par Avicenne, repris dans le patrimoine de la mythologie hindoue, réécrit par Ibn Tufayl et puis réécrit encore par Daniel Defoe. Le mythe n'est pas mort. Je pense qu'à chaque moment, des civilisations s'interrogent sur leur rôle et finissent par réécrire la Robinsonade. Un siècle plus tard, un autre écrivain a réécrit aussi la Robinsonade. Je pense que vous le connaissez, c'est Michel Tournier, qui a écrit un magnifique roman qui s'appelle « Vendredi ou les limbes du Pacifique ». Donc c'est un mythe qui me fascine pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est qu'il pose la question de la condition humaine face à l'autre. Qu'est-ce que je dois faire quand je rencontre l'autre? Et à mes yeux, cette confrontation ou cette rencontre se décline sous plusieurs formules. J'avais remarqué que quand on rencontre l'autre, on peut le tuer et l'enterrer. Ça s'appelle Abel et son frère. On peut rencontrer l'autre et essayer de le convertir. Ça s'appelle Robinson Crusoe. Et aussi, on peut rencontrer l'autre et le tuer. Ça s'appelle L'étranger de Camus. Et j'ai été fasciné par cette perspective de la Robinsonade dans L'étranger de Camus. On y retrouve, à mon sens, des signaux très forts d'une réécriture d'un mythe ancien de l'humanité. D'abord, Meursault tue un arabe. C'est comme Vendredi. Si on dit arabe, on n'a pas son prénom. Donc on ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas s'il a une âme ou s'il n'a pas d'âme. Si vous vous rappelez, Robinson a hésité face à l'autre. Il ne savait pas s'il avait une âme ou s'il avait une âme d'animal. Donc il l'a appelé Vendredi, c'est-à-dire c'est un jour de semaine. Meursault appelle l'autre l'arabe. C'est à peu près la même chose. Ce n'est pas un jour de semaine, c'est une race, c'est une ethnie, c'est une culture, c'est l'autre. Ça m'avait frappé. Le deuxième point, la rencontre se fait sur une plage, comme dans l'espace de l'île, l'espace insulaire. Robinson se promène avec une arme et il rencontre quelqu'un qu'il ne connaît pas, et il le tue. Robinson Crusoe a fait la même chose. Il ne l'a pas tué, mais il a tué sa différence. Il l'a obligé à se convertir à la civilisation et aux croyances religieuses.
Et ça m'avait frappé aussi cette similitude entre les deux. Dans la Robinsonade classique, il y a donc l'espace, c'est l'île ou la plage, et il y a la découverte de l'île. C'est un des chapitres importants dans la Robinsonade. On fait naufrage, on se retrouve dans une île inconnue et on commence à la découvrir. Meursault fait la même chose. Il descend, il regarde à travers le balcon, il voit des gens qui passent, il se promène, il va enterrer sa mère et il marche dans la broussaille, il marche sous la chaleur. Et j'ai été frappé aussi par cette similitude. L'un découvre l'île et donne des noms à sa géographie, l'autre découvre aussi l'île mentale où il habite, le Hadjout, c'est-à-dire là où sa mère a été enterrée, je parle de Meursault. Et après, c'est la ville. C'est assez frappant comme similitude. Troisième point, l'ermitage, c'est-à-dire la position de solitude. Robinson est seul sur une île. Meursault aussi. Il est seul sur une île. Il est dans une position de reclus. Il est en retrait par rapport à la vie sociale. Il essaie de rencontrer les gens, mais il ne le rencontre pas. Quatrième point qui m'avait frappé à l'époque, c'est la faune et la flore de l'île. Robinson commence par prendre l'île et essayer de découvrir quels sont ces animaux, quelles sont ces plantes, ces arbres, essayer de déchiffrer, de donner des noms aussi. C'est un des paradoxes de l'homme blanc face à l'autre. Il donne des noms à beaucoup de choses, mais il enlève le nom à l'homme. Le noir s'appelle le noir, l'arabe s'appelle l'arabe, vendredi s'appelle vendredi. Par contre, il y a beaucoup de détails sur les insectes, sur l'espace, sur les espèces de plantes, etc. C'est assez frappant ce désir de répertorier le monde en effaçant l'homme. C'est assez fascinant. On donne des noms à tout et on enlève le nom à l'homme. C'est pour mieux l'effacer, pour mieux le nier. Donc j'ai été frappé aussi par cette faune. Dans la Robinsonade, il existe 3 acteurs. On parle souvent de Robinson, parce que c'est le héros. C'est celui qui transforme le naufrage en roman, alors que le naufrage de vendredi est un fait divers. Parce que l'un a la civilisation, l'autre, il est supposé ne pas avoir de civilisation. Il y a un troisième personnage, donc il y a Robinson, il y a vendredi. On en parle toujours, on oublie le troisième, qui pour moi est fascinant, c'est le perroquet. Celui qui dit une phrase, « Paul Robinson, where are you ?» qui, à mes yeux, est un personnage fascinant. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il est possible de raconter une vie avec 5 mots pour essayer d'expérimenter les limites du langage par rapport au désir de raconter. J'ai écrit une histoire que je n'ai pas publiée qui s'appelle « Le perroquet Molière », c'est-à-dire quelqu'un qui est confronté aux limites de son vocabulaire pour essayer de raconter le monde. Pour Robinson, c'est le perroquet qui parle, qui utilise 5 mots. Et j'ai été frappé par la similitude avec les pays, les animaux et les personnes qui habitent l'immeuble de Meursault. Vous vous rappelez, l'homme qui a un chien, qui répète toujours la même chose, qui est totalement isolé dans un espace clos, qui est dans un espace autiste. C'est le perroquet de Robinson qui maintenant est un vieillard avec un chien. C'est assez frappant cette similitude. Il faut 3 acteurs. Le perroquet, pour moi, symbolise les limites et le désastre et l'impossibilité de rencontrer l'autre. C'est le reflet de Robinson. Il est enfermé dans 5 mots. Il va raconter le monde, etc. Mais au fond, il est comme le perroquet. Il raconte le monde en 5 mots. C'est une limite du langage. Le langage pose tout à la fois la possibilité de raconter, mais aussi de nier. La culture est un protocole de reconnaissance et de rencontre, mais c'est aussi un système de déni. La culture permet de rencontrer l'autre, mais permet surtout de le nier. J'ai été fasciné par ce personnage du perroquet, quelqu'un qui dit 5 mots dans le roman qu'on oublie, que tout le monde oublie d'ailleurs. Peut-être qu'un jour je vais écrire Robinson vu par le perroquet. Alors, et puis on a les 2 dernières topiques qui sont fascinantes aussi, c'est la rencontre, parce qu'il n'y a pas de Robinsonade sans rencontre. Robinson serait peut-être mort d'ennui sur son île s'il n'avait pas rencontré l'autre. Et Meursault aurait été un petit pied noir qui aurait quitté l'Algérie s'il n'avait pas tué l'Arabe. L'autre est tout à la fois nécessaire pour la vie, mais aussi pour le récit. Donc la rencontre est importante. Abel tue son frère parce qu'il l'a rencontré. Meursault tue l'Arabe parce qu'il l'a rencontré. Robinson tue Vendredi en le convertissant
parce qu'il l'a rencontré. La rencontre est essentielle. Et c'est ce qui fait que le mythe de la Robinsonade se décline différemment. Il commence par un naufrage, une reconnaissance, et puis par une rencontre. Et au-delà de la rencontre, chacun trouve une issue. Michel Tournier a apporté une variante à la rencontre. Dans les vendredis ou les limbes du Pacifique, Robinson prend son fusil, il va essayer de tuer Vendredi, parce qu'il se dit, si je le laisse vivant, ses compatriotes vont essayer de le pourchasser, ils vont me découvrir, ils vont me tuer. Le problème, c'est qu'au moment de tirer, il glisse, il le rate, il tue les poursuivants, il ne tue pas Vendredi. La rencontre est immorale, elle n'est pas éthique, elle est basée sur un malentendu profond. D'abord, il a voulu le tuer, il n'a pas voulu le sauver. C'est toute la différence fondamentale entre Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier et Robinson Crusoe. Les modes de rencontre sont différents. Dans Meursault contre enquête, il le tue, il ne le rate pas d'ailleurs. La dernière topique, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'autre. Abel enterre son frère, ou le contraire. Vendredi est converti, donc il est tué, et dans Meursault, il est totalement effacé. Ça se résout toujours avec une fausse survivance. Celui qui survit à la Robinsonade ne survit pas. Parce qu'il a tué l'autre, il a tué la possibilité de rencontrer, de vivre son humanité. Les Robinsonades finissent toujours mal, malheureusement. C'est-à-dire, on n'arrive pas à partager l'île, on n'arrive pas à cohabiter, et on n'arrive pas à changer l'angle de la vision. Est-ce qu'il est possible qu'un Vendredi ait pu écrire dans sa tradition, dans sa langue, Robinson Crusoe par exemple? Comment le verrait-il? Comment peut-il le concevoir? C'est le fantasme de Michel Tournier. Il disait que la Robinsonade est fondamentalement impossible parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas écrit la Robinsonade vue par Vendredi. Donc tout ça pour vous dire que j'ai été fasciné par ce mythe et que c'était pour moi une façon, quand j'ai écrit ce roman, une façon de reprendre la Robinsonade et de la raconter de l'autre point de vue. Ceci dit, quand je réfléchis, je ne suis pas intelligent. Donc si je vous raconte tout ça maintenant, ne croyez pas que j'avais une construction très précise dans ma tête en l'écrivant. J'ai écrit un roman et c'est par la suite que j'ai découvert qu'il s'articulait plus ou moins sur un protocole ou un mode. Donc c'est un roman facile, vous pouvez le lire avec plaisir au cas où. Alors, ce roman n'est pas une réponse à l'étranger parce que j'ai voulu dès le début évacuer ce malentendu. Je ne suis pas un camusien, je ne suis pas quelqu'un qui tourne autour d'Albert Camus. Je pense qu'il y a beaucoup trop de camusiens et ils font leur métier beaucoup mieux que moi. Par contre, j'ai estimé que parce que je suis algérien, que parce que je suis né longtemps après la guerre d'indépendance en Algérie, que parce que j'ai un amour fou pour la langue française aussi et pour la littérature en général, cela me donnait une sorte de légitimité ludique, c'est-à-dire cette possibilité de reprendre un chef-d'œuvre et de le réécrire à ma façon. Quand le roman est paru en Algérie en novembre 2013, il y a eu dès le début un malentendu. Certains, parce qu'ils savent que je suis journaliste très virulent, m'ont répondu, m'ont envoyé des messages en disant « C'est parfait, félicitations, vous avez rendu une gifle à Albert Camus ». Alors ce n'était pas le cas. C'était un roman qui essayait de sortir du cercle franco-algérien. Non pas dans le déni de l'histoire, mais pour essayer de sortir de l'histoire, justement. Donc le roman est parti sur un malentendu algérien. En 2014, il est acheté par Actes Sud et il a été publié en mai. En mai, généralement, pour ceux qui connaissent un petit peu l'industrie du livre en France, c'est une saison, enfin, c'est pas la bonne période pour sortir un livre. Vous avez un délai de survie d'un mois, à peu près, parce qu'après, c'est les vacances, et puis c'est la rentrée littéraire, et vous êtes mort. Donc, moi, je me suis dit, ça ne fait rien, donc on va le publier juste pour marquer le coup. Donc, mais je ne pensais pas que le roman allait avoir un écho aussi immense en France. Et dès le début, j'avais peur de la réception française, autant que j'avais peur de la réception algérienne. Pourquoi? Parce que nous sommes deux pays marqués par l'histoire et le poids de l'histoire, par le crime colonial et par la suite. Et donc, je me suis dit, un Algérien qui écrit en français sur Albert Camus, c'est tout préparé pour une polémique médiatique sur la repentance, la mémoire, l'Algérie, la France, etc. Ça n'a pas été le cas. Dès les premiers articles dans Le Monde ou dans d'autres journaux, j'ai
été agréablement surpris. Les gens n'ont pas lu un essai détourné, ils n'ont pas lu une réponse à Albert Camus, ils ont lu un roman de littérature. Et je pense que le plus bel hommage qu'on puisse rendre à un livre, c'est de le lire avec plaisir. Et donc, c'était plus ou moins une agréable surprise pour moi. Mais il y avait beaucoup d'anecdotes aussi. Pour ceux qui n'ont pas lu le roman, j'explique. Donc, Meursault tue un arabe, et des années plus tard, le frère de l'arabe rencontre quelqu'un dans un bar et lui explique que le frère mort, c'est le sien. Donc, au début, le narrateur, qui s'appelle Haroun, c'est Aaron à peu près, dans mon roman, est très en colère contre Albert Camus, contre Meursault. Donc, c'est quelqu'un qui les violente, qui les agresse, qui répond à leur agression. La deuxième partie du roman est une critique, est une vision très dure sur l'Algérie de maintenant. Mais pas uniquement l'Algérie, sur les conditions dans le monde dit arabe ou face aux religieux. Et certains lecteurs me disaient, par exemple, en Algérie, que la première partie était magnifique, mais la deuxième était moyenne. Et un jour, j'ai fait une rencontre, une émission de télévision avec un philosophe français, Michael Croth. Il y avait un pied noir. Il m'a dit exactement le contraire. Il m'a dit la première partie est moyenne, mais la deuxième est magnifique. Et c'est pour moi tout l'enfermement dans l'espace algéro-français ou franco-algérien. Deux pays qui n'arrivent pas à lire Camus comme un écrivain. Camus est vu, discuté comme un philosophe, comme un homme qui fait partie d'une époque, mais qu'on n'arrive pas à lire comme un homme capable d'écrire des romans. Parce que quand il y a trop d'histoires, il y a affaiblissement, il y a intolérance vis-à-vis de la fiction. Les régimes totalitaires n'aiment pas les fictions, ils ne les croient pas. Dans les régimes totalitaires, la fiction est un message détourné. L'imaginaire n'a pas la dignité d'une vision. Et dans des pays qui sont marqués par un excès d'histoire, comme l'Algérie et la France, les romans de Camus sont lus comme des artifices. On n'arrive pas à croire au roman de Camus. On essaie de l'interpréter, de le décoder, de forcer la lecture. On analyse Camus, on ne fantasme pas avec Camus. On ne rêve pas avec Camus. On essaie de comprendre Camus. Et c'est assez frappant. L'imaginaire, est-ce qu'il est impossible dans des pays qui sont marqués par l'histoire ou marqués par des régimes totalitaires? Est-ce que la fiction est tolérée? Rarement. Les totalitarismes produisent des romans d'abord qui sont pédagogiques, réalisme soviétique, ou qui sont trop destinés à illustrer une politique, donc qui s'approchent plus de la propagande. Ça donne des romans que personne ne lit, que disparaissent. La littérature a besoin que l'imaginaire y soit respecté comme quelque chose de fondamental et pas comme un artifice. Donc, tout ça pour vous dire que la réception en France, en Algérie a été bonne, très bonne d'ailleurs, mais en même temps, ça a provoqué beaucoup de lectures, beaucoup de polémiques et beaucoup d'interprétations et de surinterprétations. Ce n'était pas le cas dans d'autres pays. Le roman a été traduit pour le moment, il est en 28 langues, et j'attendais les autres langues, parce que je me suis dit, tout le défi, c'est de pouvoir écrire un roman, pas une nationalité, c'est de pouvoir parler de la condition humaine. Donc, quand j'ai vu que le roman était bien reçu au Vietnam, en Pologne ou ailleurs, j'étais surpris et en même temps, j'étais curieux de voir comment on lit ce roman. Parce que c'est un roman que je voulais indépendant de mon nationalité, indépendant de ce que je suis. Donc, et je pense que le chiffre de traduction est pour moi la plus belle récompense, parce que si je suis arrivé à vendre un roman en 28 langues, c'est que peut-être que j'ai touché quelque chose d'humain et quelque chose de profond. Maintenant, pour l'édition américaine, j'ai été d'abord content que ce roman soit traduit ici, chez vous, et puis j'ai été surpris par le nombre d'articles qui ont été publiés, mais vraiment surpris. On a dépassé, je ne sais pas, on est à 200 articles à peu près, ce qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'ils ont écrit plus sur le roman que le volume du roman lui-même, ce qui est pas mal. Donc, je me suis peut-être expliqué les choses, enfin j'ai essayé de comprendre, parce qu'en Angleterre aussi, le roman marche très très bien, et je me suis dit peut-être c'est dû à une tradition d'études postcoloniales dans les universités, c'est dû aussi peut-être au fait que Camus c'est quelqu'un qui est très lu, même George Bush lisait à l'étranger de Camus.
c'est dû aussi peut-être au fait qu'il y a un inversement de perspective et le rapport à l'autre est fondamentalement peut-être troublé chez vous ou pas. Je ne me permets pas de juger, je ne suis pas américain. Quel rapport avez-vous avec l'autre, qu'il soit d'une peau différente, d'une culture différente? L'Amérique, c'est à mes yeux, de quelqu'un qui voit de loin, c'est tout à la fois le miracle d'avoir fondé sa nation sur le rapport à l'autre et l'apport de l'autre, et en même temps sur le déni de l'autre. C'est assez frappant. C'est ce qui fait tout le tragique du mot diversité, qui englobe tout à la fois enrichissement et différence. Donc, je m'explique peut-être ça aussi. Peut-être aussi qu'on est à la mode maintenant, parce que c'était peut-être les écrivains qui venaient du froid à l'époque des années 70. Maintenant, c'est les écrivains qui viennent du désert. Donc, peut-être que les gens s'intéressent à comment est l'autre, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, parce que c'est devenu aussi une question de sécurité. Peut-être que celui qui m'attaque, je veux le comprendre aussi. Pourquoi veut-il me tuer? C'est assez étrange l'actualité, parce qu'il y a 72 ans, Camus a écrit l'histoire d'un pied noir qui passe, qui tue un arabe qu'il ne connaît pas. 72 ans après, vous avez quelqu'un qui se promène sur une plage et qui tire, qui tue en Tunisie des dizaines de gens qu'il ne connaît absolument pas. La même plage, le même soleil, la même absurdité. C'est assez fascinant aussi. J'essaie de trouver des pistes d'intérêt, mais bon, parfois, c'est comme pour les histoires d'amour, il faut les vivre, il ne faut pas les expliquer. Merci pour cette conférence et merci surtout pour le roman que je trouve absolument fascinant. Mais au sujet de la diversité, et je n'avais pas pensé à cette comparaison, évidemment, la comparaison entre L'étranger de Camus et votre roman, évidemment, mais la comparaison avec Robinson, c'est passionnant. Il y a une autre série de textes ou d'intertextes, comme nous disons en critique littéraire, c'est La tempête de Shakespeare et puis toute une série de textes post-coloniaux qui le réinventent en quelque sorte. Et je me demande, et là vous avez l'autre qui parle. Hein. Même chez Shakespeare, vous avez Caliban qui parle. Chez Aimé Césaire, vous avez une tempête et vous avez un Caliban qui dit pas mal de choses. Et je me demande si vous avez pensé à cette comparaison ou si ça vous intéresse. Ça m'intéresse, je n'y ai pas pensé. Je ne pense pas, encore une fois, qu'on écrive de très bons romans si on pense trop. On écrit de belles thèses, de beaux essais, mais pas de bons romans. Parce que l'acte de fiction est différent. C'est un acte qui exige tout à la fois une rigueur absolue, mais en même temps une sorte de liberté qu'il faut cultiver. C'est assez paradoxal. On met des années à apprendre à écrire des romans, mais quand on commence à les écrire, il faut absolument oublier tout ça. C'est ce qui rend l'intertextualité dans les romans vivante, c'est parce qu'elle n'est pas artificielle. Toute intertextualité artificielle se voit, se ressent. Le lecteur les ressent, il les rejette. Sauf si l'écrivain est assez intelligent pour en faire quelque chose à la fois pour déstructurer l'intertextualité, mais dans le ludique, par le ludique aussi, par ce qui est agressif, insolent aussi. Donc il y a les deux. Je suis un grand lecteur. Peut-être que j'écris des romans par frustration. C'est des romans que j'aurais voulu lire et qui n'ont pas existé. Quand j'étais enfant, on n'avait pas de livre, donc je lisais un roman, je le relisais, je le relisais, parce qu'il y avait l'angoisse de la fin. Dès qu'il finit, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a rien. Donc je relis le roman. Et puis à un moment, j'ai appris à fantasmer, à écrire des histoires à partir de titres des autres romanciers. Vous savez, à la fin, déjà paru, c'est Le Seigneur des Anneaux, etc. Donc je prenais le titre, puisque le livre n'existait pas, je l'imaginais. Je construisais parfois je dis dans des conférences, ce qui est très vrai aussi, que parfois j'ai fait mieux. Quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux après, mon histoire était meilleure. Mais bon, le titre est magnifique, Le Seigneur des Anneaux. Pour quelqu'un qui vit dans un village, qui n'a pas de livre, c'est ouvert. Donc j'ai un rapport aussi au texte qui existe et à l'intertexte qui n'existe pas aussi, juste comme évocation, comme fantasme. Le livre est un fantasme.
Je suis marqué par cette culture où le livre est un fantasme. Donc, j'ai un rapport aussi à l'intertextualité et au jeu de texte que quelqu'un a très bien illustré, c'est Borges. C'est-à-dire où le texte ne participe pas uniquement d'un jeu intellectuel, il participe de la volonté de s'approprier, de dévorer, d'être dans un rapport de prédation et d'appropriation du texte de l'autre. J'en fais ce que je veux. Il y a à la base de toute culture un acte de prédation. Et je pense qu'à la base de toute écriture, il y a un acte de prédation. On ne peut pas écrire des romans avec du respect. On les écrit avec de l'insolence. C'est quelque chose de fondamental. Je vous ai entendu parler, donc ce que je ressens, c'est que dans le roman, d'abord vous nommez le frère, donc vous donnez un nom que Camus n'avait pas donné, vous écrivez en français, vous auriez pu écrire en arabe, vous avez écrit en français, donc vous avez pris la langue. Je me souviens d'une conférence en Haïti où je vais régulièrement, les Haïtiens on dit on a gardé, on a fait de la langue française notre langue, donc c'est une sorte de subversion que vous avez faite, parce que vous écrivez en français, vous donnez un nom arabe, et je pense que c'est une subversion pour les Français et pour les Algériens, parce que quelque part, vous incitez aussi les Algériens à s'approprier, enfin disons, à faire partie, à continuer à s'approprier la langue française. Donc c'est une sorte de double subversion. Et quand vous dites, donc ça c'est une forme d'insolence, mais c'est aussi, vous instillez le respect, parce que vous donnez un nom, et donc vous faites l'inverse de ce que vous avez décrit sur ce que faisait le Robinson, ne pas nommer, etc. Donc quelque part, vous sortez de la situation coloniale en donnant de l'égalité et du respect. Enfin voilà, je ne sais pas, je ressens des choses comme ça. Merci. Quand on est dans une histoire qu'il faut nommer postcoloniale, on est dans ce genre de texte. C'est-à-dire on est marqué par les textes d'autrui. Pourquoi? Parce que l'autre, celui qui vous a fait violence, vous avez contact avec lui par deux moyens. D'accord? Parce qu'il a des armes et parce qu'il a des livres. D'accord? Donc tout à la fois, il représente une contradiction fondamentale. Il représente un idéal, mais aussi un crime. Donc vous venez dans des pays où cette contradiction se décline différemment, soit par un rejet de l'autre, soit par le choix d'aller vivre chez l'autre. Donc cela dépend. Un jour, Régis Debray, le philosophe français, m'a posé la question, il m'a dit comment vous arrivez à résoudre cette contradiction entre le français de la culture et le français colonisateur. Et j'ai répondu simplement, j'ai dit c'est votre contradiction, c'est à vous de la résoudre, c'est pas moi. Moi, je prends ce qui m'intéresse. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que ne croyez pas que j'ai écrit un roman révolutionnaire. J'ai écrit un roman. Maintenant, est-ce que j'échappe à la révolution, à la culture postcoloniale, à l'histoire de la colonisation, etc. Oui. Mais beaucoup de gens, et notamment aux États-Unis, ont vu, et c'est normal, le roman à travers ce syndrome de post-colonisé. Alors que l'enjeu de ce roman, c'est la religion, c'est Dieu. Parce que pour ceux qui ont lu Camus, et L'étranger d'Albert Camus, on récapitule. Meursault ne réagit pas quand il embrasse une femme dans la mer, une plage, il fait très beau. C'est la scène idéale du bonheur, mais il ne réagit pas. Il ne réagit pas quand sa mère est morte. Il le dit d'ailleurs. Au boulot, il ne réagit pas. Le juge le malmène, il ne réagit pas. Durant son procès, il ne réagit pas. Il réagit une seule fois. Les 5 dernières pages face à Dieu, face au curé. Ce sont les plus belles pages de Meursault. C'est quand il est confronté à la question du Dieu que Meursault se réveille. C'est assez... Et pour moi, Camus a écrit 2 grands romans religieux, et j'ose le mot. C'est La Chute, à l'évidence, le roman qui me plaît le plus, le roman à qui j'ai rendu hommage par celui-là, et c'est L'étranger. Des romans profondément religieux qui, à mon sens, traitent de la question fondamentale du XXe siècle et surtout du XXIe siècle maintenant. C'est la question du Dieu. Ce n'est pas la question du colonisé ou du décolonisé. À la limite, oui, on n'échappe pas à son histoire, mais on essaie d'en parler, d'en faire un livre. Donc,
Mais en même temps, la question essentielle n'est pas la question du post-décolonisé. C'est la question de ma liberté face à un Dieu, ou ceux qui parlent au nom de ce Dieu, surtout. Alors, peut-être qu'il y a eu malentendu. Je n'écris pas dans la contrainte, non. Je vis dans des systèmes de contraintes. Mais au contraire, l'écriture est justement pour moi le seul moment récréatif par rapport aux contraintes de croyances, de propagande, de politique, de violence, ou d'agression ou d'histoire. Au contraire, l'écriture, c'est ce qui me permet de me libérer. C'est le seul espace de liberté que j'exerce. Donc, j'écris énormément. J'écris beaucoup d'un point de vue graphique. Je veux dire, j'écris beaucoup d'articles de journaux, mais les gens me posaient la question à l'époque, c'est comment je fais pour écrire 3 articles par jour, par exemple, ou 4. Moi, ça ne me posait pas de problème. Il y a tellement de choses à dire que, au contraire, j'angoisse profondément quand je sais que je m'approche de la fin d'un bon roman ou de la fin d'un texte. C'est le contraire. La vie a un ordre quand je l'écris. C'est quand je n'écris plus qu'elle reprend son désordre. Donc non, je n'écris pas sous la contrainte. Et je n'écris pas avec des a priori. J'ai dit tout à l'heure que la règle de base pour moi, c'est de ne pas réfléchir quand j'écris. C'est d'être rigoureux sans intellectualiser l'acte d'écriture. Parce que si on commence à réfléchir la métaphore, elle meurt. La métaphore devient une idée et elle meurt. La métaphore doit être à part, elle doit être respectée pour ce qu'elle est. Et elle doit être vécue pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle entraîne comme écriture. Meursault est né d'une mélodie. Quand j'écris, je n'ai pas de règles, mais j'ai des mélodies. J'ai des textes qui viennent en mélodie. Ce n'est pas des textes anticipés. Je n'aime pas anticiper parce que ça signifie que je vais travailler. Je déteste travailler. J'écris en disant, en inventant, en lisant. Je pense qu'un bon écrivain, c'est celui qui lit en même temps qu'il écrit. Il lit son texte. Il lit le livre qui n'existe pas encore. Donc j'écris dans cette perspective. Je m'amuse. Je sais que c'est décevant pour des théoriciens, mais je m'amuse. Donc il n'y a pas de règles. Maintenant, il y a des réflexes. Pardon. Les réflexes, c'est d'abord, le texte est une mélodie. Je pense que tout texte naît d'une phrase qu'on creuse en spirale. Le fait d'avoir écrit, je me rappelle très bien, aujourd'hui, c'est-à-dire ma mère est encore vivante. Le roman coule de source après. C'est très simple. Écoutez cette mélodie, creusez cette métaphore. Et elle s'articule. Le roman, je l'écris très très vite, parce que ça venait du soi. Donc il n'y a pas de règles, mais il y a des exigences, il y a des réflexes. Le premier réflexe, c'est que tout écrivain vous le dira, un roman, c'est un rythme. C'est une mélodie, c'est une musique. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous sentez quand vous cassez le rythme et vous reprenez, vous effacez la phrase et vous continuez. Et la seconde, j'ai une allergie profonde, quasiment physique, pour le cliché. Le cliché, c'est ma guerre. Dès que je vois un cliché, il faut que je le démantèle. Ça s'appelle le style. Mais pour moi, c'est une allergie. Je ne supporte pas le cliché. Comment vous dire? Par exemple, l'automne, feuille morte. D'accord? C'est très simple, etc. Un texte que j'ai écrit dernièrement, pour moi, c'était évident, ça vient tout seul. J'inverse. J'ai écrit l'automne au nombre des feuilles est le plus ancien livre du monde. Parce que si on compte le nombre des feuilles, c'est l'automne qui est le plus ancien livre du monde. Et c'est évident, je veux dire, il faut démanteler la métaphore. Le style s'épuise. Il faut être vraiment un universitaire qui a beaucoup de patience et de volonté pour relire les textes du 19e ou du 17e siècle. La métaphore meurt, s'épuise. Il faut la renouveler, soit par une réécriture, soit par une capacité de relecture. C'est à l'âge de 40 ans ou 50 ans qu'on commence à relire les livres ennuyeux des 20 ans et qu'on y découvre quelque chose de sublime, ce génie qui nous a manqué à l'âge de 20 ans, qu'on a raté. Et donc il n'y a pas de règles, il y a des exigences, il y a des réflexes et il y a des choix. Par rapport à la langue française, j'étais journaliste, et je le suis toujours, parce qu'en Algérie, c'était le seul moyen de gagner sa vie, pas en écrivant des livres. Et je commençais à écrire la chronique. À l'époque, j'en faisais une par jour. Et c'était épuisant d'écrire tous les jours. Chaque chronique, je faisais comme mes collègues. 3 à 4 heures en effaçant une phrase. Après, je me suis dit, ça ne peut pas durer, c'est horrible. Il faut que je comprenne pourquoi je n'arrive pas à écrire normalement. Et j'ai compris 2 choses. La première, on ne peut pas faire 2 choses à la fois. On ne peut pas réfléchir et écrire. Donc j'écris le texte avant et je le rédige après. Donc je fais 2... Donc pour gagner du temps aussi, parce que quand on fait un reportage, on est en route, j'écris totalement le texte, j'arrive à la rédaction et je l'écris. Mais je ne l'écris pas avec des mots, c'est que je le
je le maîtrise, j'ai mon idée, je l'ai. Et la deuxième, et c'est vrai, c'est que je me suis dit, les Français, ils sont partis, ça fait des années, je peux faire de leur langue ce que je veux. Donc j'ai commencé à m'éclater avec cette langue. Ils ne sont pas là, elle n'appartient à personne, c'est à moi. J'écris ce que je veux. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé à écrire facilement, à déconstruire l'acte d'écrire, à le vivre réellement et à en faire un espace récréatif. On ne peut pas inspirer du plaisir aux autres si on ne le vit pas soi-même. Si vous vous ennuyez à écrire, ne le demandez pas au lecteur de s'amuser. C'est-à-dire, il va sentir. Tout lecteur est intelligent, même s'il est idiot. Parce qu'il sent dès le début quand un roman est bien écrit, quand il ne l'est pas. Celui qui lit le roman est quelqu'un d'intelligent, qu'il faut respecter. D'accord ? On ne peut pas mentir. C'est comme les histoires d'amour. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un à qui vous allez mentir toute une vie, sinon c'est horrible. Donc dès le début, il faut être d'un rapport de bonne foi dans la lecture. Ça se voit. La bonne foi est toujours plus convaincante que la foi. C'est quelque chose qui se transmet. C'est quelque chose qui séduit l'autre, essentiellement. J'espère que j'ai répondu. Est-ce que la laïcité serait assez un jour dans la lutte, dans la restriction que Dieu impose en gros à la liberté? Comment est-ce qu'on peut faire dans le cadre de l'Algérie et aussi dans le cadre de la France? Vous aviez dit que la fiction vous offrait un espace de liberté par rapport à cela, à l'intérieur d'une dictature politique, religieuse, toute forme de dictature. Et en même temps, cet espace de fiction est constamment dévoré, mangé par l'histoire, par le poids de l'histoire, et aussi par le religieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va comme ça? Que ce soit en Algérie ou en France ou dans les pays arabo-musulmans aujourd'hui. C'est une question que je me pose à différents niveaux. Alors, Dieu n'impose pas, de toute façon. On impose en son nom. C'est différent, parce que pour le moment, ceux qui l'ont rencontré ne sont jamais revenus. Donc, c'est différent. Maintenant, oui, je comprends, parce que j'ai souvent ce genre de questions qui expriment plus une angoisse plutôt que le besoin d'une réponse. Et je le comprends, parce que les libertés se rétrécissent, et c'est difficile. J'ai toujours, dans une salle de conférence, soit en Algérie, soit en Tunisie, soit en France, il y a toujours quelqu'un qui lève la main pour me dire « Vous continuez, vous écrivez, etc., mais ça sert à quoi ?» de toute manière. Oui, ça peut ne servir à rien, mais moi je le fais parce que ça donne du sens à ma vie, ça c'est très simple, c'est évident, parce que je n'aime pas être défait et goûter la défaite au début, je préfère continuer jusqu'au bout, et parce que ce qui donne sens à la vie d'un homme, c'est ce qui dépasse la durée de sa vie. C'est comme ça. Peut-être que c'est illusoire, chacun ses mythes, mais je préfère laisser quelque chose à mes petits-enfants, peut-être le souvenir de quelqu'un qui a essayé de résister, plutôt que sombrer dans l'oubli en disant que c'est quelqu'un qui n'a pas résisté. Les gens se rappellent maintenant en Occident, se rappellent de Spinoza, se rappellent d'autres, ne se rappellent pas des gens qui ont baissé les bras, ils se rappellent des gens qui ont continué. C'est une évidence. Et en même temps, pourquoi c'est à moi de connaître la défaite? Pourquoi pas à l'autre? Je sais que j'ai raison, je sais que je n'ai tué personne, je sais que j'essaie de partager, j'essaie de rencontrer les autres, donc je suis dans mon droit. Donc ce n'est pas à moi de baisser les yeux, ce n'est pas à moi de dire que j'arrête d'écrire parce que les autres tuent, ou les autres nous imposent, ou les autres veulent nous imposer leur volonté. Non. Et puis, j'ai un slogan dans ma vie, comme chacun de vous. Celui qui ne peut pas mourir à ma place n'a pas le droit de vivre à ma place. C'est très simple. Donc moi, je continue à écrire, je continue à voyager, à rencontrer, et puis, quand je vais mourir d'une manière peut-être satisfaisante et digne. Je sais, ce sont de grands mots, mais parfois on en a besoin pour continuer. Et puis, j'aime pas la défaite, franchement. Je sais que c'est difficile, je sais. J'ai dit un jour que la différence, c'est que les hommes d'un seul livre sont toujours intolérants. Ils ne sont pas libres. Mais les hommes de plusieurs livres sont toujours tolérants et libres. Et j'ai dit une fois que moi, les gens tuent au nom d'un livre, et moi j'essaie de parler au nom des autres livres qui restent. C'est aussi simple. Et puis j'ai le sentiment de ma dignité. Et je préfère ne pas baisser. Il y a trop de fatalisme, qu'il soit laïque ou religieux. Non, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas du courage, c'est juste que je ne me sens pas capable de baisser les bras. C'est tout.
Ah, vous savez, ça finit toujours par sombrer, le mal, toujours. Donc, je ne sais pas combien ça va durer, je ne sais pas si on va le voir. Je ne pense pas, à l'échelle d'une vie, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Mais je travaille pour mes enfants, mes arrière-petits-enfants, etc. Chacun a sa vision de l'éternité. Moi, je préfère l'éternité que je peux partager avec les autres. Et ce qui se passe dans le monde dit arabe ou dans le monde, même ailleurs, c'est des montées de violence, etc. Oui, je suis d'accord, mais on ne doit pas baisser les bras. Enfin, vous pouvez le faire, c'est votre choix, je peux respecter, mais moi non. Oui, c'est une belle question. Le roman de Houellebecq, je l'ai lu, il est admirablement bien écrit. Et j'ai beaucoup aimé jusqu'au moment où j'ai senti que le méchant, c'est moi. Donc, non, ça, c'est pour s'amuser. Mais on ne partage pas peut-être la même façon de voir le monde. Soumission est une réécriture aussi de L'étranger de Camus, pour ceux qui l'ont lu. On a le personnage totalement étranger, la jeune femme, d'ailleurs avec le même prénom. Et sauf que dans Soumission, c'est la France qui meurt. Donc c'est différent. Et j'ai peur des totalitarismes. On les redoute, mais pas de la même manière. Et les dénonciations parfois se font pour des buts différents. Je préfère dénoncer dans un but de bienveillance plutôt que cela serve un discours d'exclusion de l'autre. C'est différent. Maintenant, la vision que décrit Houellebecq dans son roman, je la trouve fascinante, vraiment fascinante. Le discours de Houellebecq sur son livre, je ne l'aime pas. C'est différent. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire le lire comme une Robinsonade, par exemple. Essayer de mener une contre-enquête sur la chute plutôt que sur l'étranger. Parce que l'étranger, c'est une fausse piste. La chute, c'est la vraie piste dans ce roman. Je pense que la perspective de la Robinsonade est ce qui me fascine le plus. C'est tout à la fois un mythe, mais une actualité maintenant. C'est une question politique, mais une question d'histoire et d'éthique et de morale. Que faire avec l'autre? C'est la grande question maintenant. C'est-à-dire l'accueillir, le jeter, le noyer, l'enterrer, le tuer, l'aimer, le convertir, l'épouser. Donc c'est la question de l'altérité. L'autre est pour moi fascinant. L'autre est tout à la fois ma liberté, parce que c'est avec lui que je peux rendre le monde infini. Mais c'est aussi ma limite. Si je le tue, et Haron le dit dans son long monologue, il dit que l'autre est ma limite. Quand je le tue, je deviens affreusement libre. Inutilement libre, parce que quand on tue un, pourquoi ne pas tuer 10? Et c'est ce que j'aimerais que cela soit l'objet de la réflexion, c'est le rapport à l'autre. C'est ce qui doit être redéfini maintenant, penser, analyser, assumer. On doit fonder une éthique sur la nécessité de vivre et de survivre à l'autre. C'est le plus urgent, enfin pour moi, si j'avais à enseigner ce roman. Et ce qui est étrange, ce qui est en même temps fascinant, quand on m'a demandé de changer quelques phrases dans le roman, le titre initial, c'était l'étranger, c'est-à-dire dans le roman, parlait de l'étranger. On m'a demandé de ne pas faire allusion à l'étranger, parce qu'il appartient à une famille, c'est un bien. J'ai choisi un autre titre qui s'appelle L'autre. C'était un accident, mais je crois qu'il incarne le mieux ce que je veux dire. Non, je ne pense pas écrire pour un lectorat réduit. Bon, tout lectorat est réduit si on écrit, parce que de toute façon, le mythe de l'écrivain qui conquiert le monde n'existe pas. Et on est lu par 1000, 2000, 4000, 5000, 10 000 et encore. On est acheté par 50 000 et lu par 10 000. Donc ce n'est pas un critère profond. Maintenant, la langue française dans la région du Maghreb, par exemple, c'est une langue vivante, politiquement niée, d'accord, pour des raisons qu'on s'explique facilement par rapport au crime colonial, etc. Mais les gens parlent français. Les journaux francophones se vendent très très bien. Nous avons des tirages pour disons les 5 principaux journaux algériens, il y en a 3 qui sont en français, qui ont un tirage de 1 200 000 exemplaires, ce qui est énorme pour un lectorat francophone. Le français se porte bien, c'est la France qui se porte mal. Mais, donc c'est pas un problème.
La seconde des choses, c'est que si j'ai écrit le roman en français, mais la langue, il ne faut pas fétichiser trop la langue. La preuve, je suis ici, vous êtes ici, il y a un lectorat américain. Donc le roman a été traduit, d'ailleurs il a été très bien traduit en américain, et la langue devient après, à la limite, secondaire. Un bon écrivain, c'est celui qui sait faire oublier la langue avec laquelle il écrit. Il faut l'oublier. C'est comme ça. Et donc, non, j'estime que je ne m'adresse pas à un lectorat mineur ou réduit. La semaine dernière, j'étais à Beyrouth où est sortie la traduction en arabe, qui va toucher d'autres géographies, d'autres lecteurs. Donc, non, je ne pense pas que les langues ne divisent pas le monde, le partage. Quand on écrit quelque chose qui plaît aux autres, elle est traduite, elle est lue, elle est commentée, elle fait son voyage. Donc non, je n'estime pas être dans un ghetto linguistique, absolument pas. Et puis j'ai une chance, je suis bilingue, je peux passer de l'arabe au français sans aucun problème. Je n'écris pas en arabe parce que j'ai pris l'habitude pour des raisons professionnelles, etc. Et je lis l'arabe le plus normalement du monde. Le problème n'est pas la langue. Quand on veut comprendre, on veut comprendre. C'est encore une fois la métaphore de l'amour. Quand vous rencontrez une personne qui vous plaît vraiment, bon, la langue, ce n'est pas important. Faire seulement de la fiction, c'est ce que veulent absolument mes éditeurs. Mais c'est une résistance. Pourquoi? J'estime que dans la région où je vis, en Tunisie, au Maroc, en France, la chronique que je fais est très lue. Et je me sens gêné d'arrêter d'écrire la chronique. C'est un peu gênant, c'est comme si je laissais tomber des gens. Ça, c'est d'un côté. La deuxième des choses, c'est qu'il faut comprendre que nous vivons dans des structures qui sont différentes de les vôtres. C'est-à-dire, nous sommes dans des structures où le journaliste et l'écrivain peuvent être les mêmes. C'est comme l'Amérique des années 20, où Hemingway pouvait être journaliste et écrivain. Et l'un nourrissait l'autre, le journaliste nourrissait l'écrivain. Mais quand l'économie se diversifie, etc., donc on devient plus ou moins journaliste ou plus ou moins écrivain. Pour moi, maintenant, le journalisme nourrit l'esprit de l'écrivain, mais ça me dévore mon temps. Donc ça me prend trop de temps. Donc le temps que je consacre au journalisme, je ne le consacre pas à écrire des romans, ce que n'aiment pas mes éditeurs. Mais si j'écris uniquement des romans, Dino Buzzati, un écrivain italien, qui était aussi journaliste, disait qu'il y a quelque chose de magique à écrire un article, à le lire le lendemain, même s'il disparaît le surlendemain. Mais c'est quelque chose de magique. C'est une drogue aussi. Le roman, c'est une drogue lente, et l'article, c'est une drogue courte. Je peux donner une métaphore plus saine, plus thérapeutique. L'article, c'est un penalty, et le roman, c'est un match. Ah, mais oui, on n'a pas le même football. J'oublie. J'espère que je n'ai pas été ennuyeux, et merci beaucoup.